Alors, bon, comme tout le monde, j'ai toujours lu quand j'étais enfant et plus tard des bandes dessinées et ça m'a toujours intéressé. Mais j'ai jamais prévu ce qui m'est arrivé il y a un an ou deux, grâce à notre ami ici, qu'on me propose de participer à une bande dessinée. Ça, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas la moindre idée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce que... Je me suis dit, bon, mais tant pis, j'essaie, j'ai rien à perdre après tout. Et il y a beaucoup à gagner, parce qu'évidemment, la bande dessinée a son public est différent, disons, ou qui n'est pas le même que ceux qui lisent des livres scientifiques ou qui voient des émissions de télévision. Et ça m'a paru une bonne idée pour faire passer des messages, en particulier sur la crise écologique, évidemment, qui nous intéresse tous. Donc on essaie d'avoir la plus grande possibilité d'auditoire pour faire passer des messages. Et ça m'a paru une bonne idée d'avoir également le public des bandes dessinées. Mais j'étais sceptique et j'attendais l'arrivée. Je me dis, qu'est-ce que ça va donner? J'ai mal à imaginer. Eh bien, j'ai été absolument ravi. Je dois dire que je remercie notre ami Van der Meulen ici, notre ami Casanave. Ils ont fait vraiment un beau travail. Et maintenant, je pense qu'effectivement, la bande dessinée a un rôle à jouer et peut le jouer très bien, en ce sens qu'elle a fait passer les messages d'une façon tout à fait différente et peut rejoindre, encore une fois, des personnes qui ne lisent pas ou qui n'écoutent pas des émissions de télévision ou des choses comme ça. Donc, merci à notre ami pour cette occasion. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous raconter un peu quel est le thème de cette bande dessinée, quelle est l'histoire que ça raconte. Elle est née parce que je fais souvent des spectacles avec des musiciens, un groupe qui s'appelle le groupe Coppelia en France, et c'est un peu ce que nous avons mis au point comme texte dans des spectacles où on a mis ensemble la musique, parce que ce sont d'excellents musiciens, et l'astronomie, parce que, évidemment, on projette des belles photos d'astronomie. Vous allez voir des belles images ici, mais ce ne sont pas les mêmes. Et cette conférence, c'était un peu une réflexion sur un thème qui part de ceci. Si vous aimez lire des biographies, si dans votre vie vous avez lu des biographies de gens différents, des musiciens, des poètes, souvent on est frappé, il y a beaucoup de Larsen, est-ce qu'on peut... non? Ça va mieux? Bon. On est frappé par le fait qu'on retrouve le même topo qui est que ce sont souvent des gens qui vivent des vies extrêmement difficiles et pénibles. Par exemple, Beethoven, à la fin de sa vie, était sourd, n'entendait plus sa propre musique, il n'a jamais entendu la 9e symphonie. Van Gogh, comme vous le savez, était très malade, mentalement malade, et vivait de l'horreur. Monet était devenu aveugle pour un peintre, c'est pas fameux non plus. Rembrandt était criblé de dettes. Et tous ces gens, quand on leur demandait comment tu fais, pourquoi tu continues à faire ton travail de créativité, de produire de la musique, de la peinture, dans des conditions aussi difficiles, aussi invivables. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un peu partout la même réponse. Et la réponse, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que Beethoven disait, si j'arrêtais d'écrire de la musique, j'aurais l'impression de mourir. C'est pour moi la condition essentielle pour rester en vie, c'est de persister, même dans les pires difficultés, à continuer à créer, à avoir cette fonction créatrice. Eh bien, ce que je veux mentionner, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux connaissances scientifiques, astronomiques, biologiques, nous avons des choses à dire sur ce thème. Non pas qu'il s'agisse d'expliquer l'art. L'art n'a pas besoin d'explication. L'art, il est ce qu'il est, il se défend par ce qu'il est, et on n'a pas à l'expliquer. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des éclairages nouveaux
sur cette histoire qui fait partie de la vie humaine de ces personnes qui créent dans des difficultés extrêmes. Et ces notions nous viennent en particulier eh bien, de ce que nous avons appris depuis quelques décennies et quelques siècles sur l'univers, sur ce que c'est que cet univers, ce grand univers dans lequel nous habitons, dans lequel nous sommes entrés à notre naissance et que nous connaissons maintenant. Il y a encore évidemment beaucoup de choses mystérieuses, incomprises, mais il y a des éléments qui sont nouveaux et qui vont jeter un éclairage sur cette question. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire l'univers? D'abord, évidemment, ce qu'on a découvert au cours de ces derniers temps, il est extraordinairement grand. Il est totalement différent de ce qu'était, ce que voyaient, ce que pensaient les humains d'avant la Renaissance, où on pensait que, bon, évidemment, il y avait la Terre, il y avait le ciel, il y avait les étoiles, il y avait la Lune, le Soleil, et puis c'était tout petit. Progressivement, on a pris connaissance de l'immensité gigantesque de l'univers, en particulier de l'existence de ce qu'on appelle des galaxies, qui contiennent des étoiles par centaines de milliards. Et des galaxies, nous savons maintenant qu'il y en a également des centaines de milliards. Notre univers est gigantesque, peut-être infini, on ne sait pas. C'est une question que les Grecs se posaient déjà. On n'a pas de réponse définitive. Il y a des éléments qui laissent penser que oui, mais c'est encore très nébuleux. Et une autre caractéristique de notre univers, c'est qu'il est extrêmement richement structuré. Il est habité par des structures, par des systèmes, par des organismes de dimensions qui vont des plus gigantesques aux plus petites. Les plus gigantesques, c'est par exemple notre galaxie. Une galaxie, la Voie lactée, c'est la lumière met 100 000 ans à parcourir notre galaxie à 300 000 km par seconde. Ça vous donne une idée de la dimension de la galaxie. Et par l'échelle décroissante de dimension, on a ensuite les étoiles, qui sont également des systèmes très organisés. Ils ont des couleurs variées, des bleus, des rouges, des jaunes. En descendant encore dans l'échelle des dimensions, on trouve les planètes, évidemment, la Terre, Jupiter, Saturne, les comètes, les météorites, tout ce qui tourne autour du Soleil. On continue, on arrive sur la Terre à l'extraordinaire variété des plantes et des animaux, au moins 10 millions d'espèces différentes, à partir des plus grandes, les baleines, les éléphants, jusqu'aux virus microscopiques. On continue, on arrive aux molécules géantes, l'ADN par exemple, toutes les molécules dans notre corps qui sont responsables de notre physiologie. On arrive ensuite aux molécules simples, de l'eau, du gaz carbonique, de l'ammoniac. Ensuite, on arrive aux atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le plomb, l'or, enfin, il y en a une centaine. Ensuite, au niveau des noyaux atomiques, des protons, des neutrons, des électrons, tout ça. Notre univers est extrêmement richement organisé à toutes ces échelles. Juste un moment, je prends un verre d'eau. Est-ce qu'on m'a laissé un verre d'eau? Non, il est parti. Merci. Juste une seconde. Voilà. Or, on a appris depuis le début, depuis pas tellement longtemps, on a un document qui nous vient de l'astronomie, qui date de 1965, c'est pas vieux. Hein? Ce document, c'est une image en direct, c'est pas une image de synthèse, c'est pas une conception d'artiste, comme on dit, c'est une vraie image de ce qu'était l'univers dans ses tout premiers temps. Cette image nous montre un univers qui est totalement différent de celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'êtres vivants, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de protons et de neutrons. Ce qu'il y a, c'est une espèce de magma inconstitué à des températures de milliards de degrés
qui est fait de ce qu'on appelle des particules élémentaires et dans lequel il n'y a aucune construction, aucun de ces systèmes dont je vous ai parlé. Du coup, si on compare les deux images, ben, on a en peu de mots l'histoire. L'histoire de l'univers, c'est comment il est passé de cet état instructuré jusqu'à cet état hautement structuré, et comment la nature, alors quand je dis la nature, je mets des guillemets, je ne sais pas qui c'est, je dis la nature comme ça, comment la nature a structuré cet univers, comment elle l'a fait passer de cet état chaotique, désorganisé, en cet état hautement organisé, dans lequel une des plus structures les plus complexes, les plus efficaces, les plus performantes qui existent, c'est notre cerveau. Le cerveau humain, sur la Terre en tout cas, ailleurs on ne sait pas, on verra, mais sur la Terre, le système, la structure la plus organisée, c'est le cerveau humain. C'est celle qui est capable de faire des performances absolument fantastiques, comme de reconstituer l'histoire du monde, de faire des symphonies de Beethoven, de faire des tableaux, tout ça, c'est la structure la plus organisée. Eh bien, l'histoire du cosmos, c'est en ce sens notre histoire. C'est comment notre histoire, notre cerveau, est arrivé à exister, comment il a été structuré au cours de ces 14 milliards d'années, c'est l'âge qu'on lui connaît, et comment, par des phénomènes qui impliquent les étoiles, les galaxies, les planètes, tout ce qu'il y a dans l'univers s'est structuré dans ces 14 milliards d'années, et on arrive à cet univers extrêmement complexe que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est un premier enseignement qui nous vient des observations. En astronomie, c'est toujours l'observation qui importe. Qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on interprète, ce qu'il nous raconte sur notre histoire. Il y a une autre observation qui a eu lieu, celle-là, au début du 19e siècle, qui porte, elle, sur l'histoire de l'univers. Longtemps, on a cru que l'univers n'avait pas d'histoire. Depuis Aristote, qui écrivait il y a plus de 2000 ans, Aristote affirmait, et la pensée d'Aristote est restée longtemps la pensée dominante, on l'acceptait sans discussion. Aristote disait, l'univers a toujours existé, il existera toujours, et rien ne change dans l'univers. L'univers est statique, stationnaire. Tout ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Nous savons que c'est faux, puisque justement, cette image que nous avons des premiers temps de l'univers, c'est que c'est pas ça du tout. Rien de ce qu'il y a maintenant d'organisé n'existait à cette période. Et nous savons que ce qu'il a observé, Hubble, il a regardé les galaxies, c'est au début du XXe siècle. À cette période, on commence à faire des télescopes vraiment importants qui peuvent voir loin et bien, et il découvre cet élément fondamental. Il observe les galaxies. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mesurer leur distance et il peut mesurer leur mouvement. Il peut dire, par exemple, si elles s'éloignent de nous ou si elles se rapprochent. C'est le même principe que les flics sur l'autoroute. Quand ils donnent votre vitesse, c'est parce qu'ils ont utilisé cette méthode justement pour mesurer votre vitesse. Hubble mesure la vitesse des galaxies. À quoi il s'attend? Il s'attend à ce qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui s'éloignent, que ce soit un peu aléatoire. C'est pas ça qu'il découvre. Complètement différent. Il découvre que d'abord, toutes les galaxies se déplacent toujours en s'éloignant de nous. Toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent d'une façon très particulière. Il y en a qui s'approchent, elles s'éloignent toutes de la même façon. Donc, l'idée, c'est l'univers est en expansion. Être en expansion, ça veut dire qu'il y a un mouvement organisé. Ça veut dire que si les galaxies s'éloignent de nous, dans le passé, elles étaient plus proches. Et dans l'avenir, elles seront plus loin. Il se passe quelque chose. Il y a une histoire. Grande découverte du XXe siècle, l'univers dans lequel nous vivons est un univers dans lequel il y a une histoire.
Et cette histoire, on va la reconstituer justement. Ça va être l'histoire de comment tout cela s'est organisé progressivement. Et comment on est passé de cet état dont je vous ai parlé tout à l'heure, chaotique, jusqu'à l'état présent dans lequel il y a des structures organisées. C'est-à-dire quels sont les jeux de la nature. La nature est ludique, elle est créative. Elle aime faire du nouveau avec ce qui était présent auparavant. Je vais vous donner un exemple de son mode de jeu. C'est un mode qui rappelle beaucoup l'écriture, notre écriture. Dans l'écriture, je peux rappeler des choses que vous savez depuis toujours, dans l'écriture, on prend des lettres, 26 lettres dans l'alphabet en français, on les associe et on fait des mots. Je vous donne un exemple. Je vais dire B, L, E, U. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? Une image est arrivée. J'ai dit bleu. Vous avez pensé la couleur bleue. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à bleu. Vous ne pouviez pas. Il a fallu cette association dans cet ordre pour arriver à cette propriété émergente qui vient de ce que nous appelons des rencontres créatrices. Les rencontres créatrices, j'ai mis ensemble 4 lettres. J'ai fait rencontrer 4 lettres. Cette rencontre créatrice a donné quelque chose de nouveau qui a des propriétés émergentes, le sens bleu. La même chose si, par exemple, je prends de l'oxygène et de l'hydrogène, qui sont comme des lettres, je les mets ensemble, je fais de l'eau. L'eau a des propriétés, l'eau c'est un solvant. L'oxygène et l'hydrogène ne sont pas des solvants. C'est tout à fait analogue. Vous voyez, ces deux notions fondamentales par lesquelles la nature organise la réalité. Et elle rejoue ce jeu comme nous le jouons avec l'écriture. C'est-à-dire quand j'ai fait des mots, par exemple, j'ai dit bleu, ensuite je peux dire le ciel est bleu, j'ai fait une phrase avec une propriété émergente, le sens de cette phrase. Je continue, je fais ensuite des paragraphes, je fais des chapitres, je fais des livres, je fais des collections, des foires du livre, comme ici, où on rassemble les bouquins. Tout cela, c'est notre mode de structuration de notre savoir, de notre culture. C'est un mode qui a été inventé il y a à peu près 5-6 000 ans dans ce malheureux pays en destruction qui est la Syrie, oui, Syrie, Irak, c'est à peu près par là que ça a été inventé. Eh bien, on découvre que ce mode de structuration du langage, c'est également le jeu favori de la nature. C'est ce qu'elle fait. Elle utilise des particules élémentaires, qui sont les électrons et d'autres. Elle en fait des atomes. Elle associe les atomes en molécules, les molécules en molécules géantes, les molécules géantes en organismes vivants, sur la Terre en tout cas. Et ensuite, ces molécules, ces organismes vivants évoluent, donnent naissance aux poissons, donnent naissance aux reptiles, donnent naissance aux mammifères, aux grands mammifères, aux primates et éventuellement à l'être humain, chacun d'entre nous, c'est-à-dire à cette structure la plus organisée qui existe en ce moment dans l'univers et la plus efficace. Et là, je vais vous faire un petit exercice qui va vous convaincre de l'efficacité de cette structure. Je vous propose simplement de fermer les yeux et de dire « j'existe », de prendre conscience de votre existence, de prendre conscience du fait que vous êtes ici, à Bruxelles, à la foire du livre, tout ça, salon du livre, pardon, comme je dis. Eh bien, cet exercice, cette simple activité, c'est une des plus grandes prouesses qui a été faite dans l'univers. Pour arriver à faire une telle prouesse, il a fallu que dans votre corps, un nombre de particules élémentaires qui nous constituent
Nous savons à peu près le nombre de particules élémentaires dans le corps humain. Tenez-vous bien, c'est 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29, c'est ce que vous douchez le matin quand vous allez prendre votre douche. C'est ce qui vous permet de penser, de réfléchir, de dire « j'existe ». Bien voilà en peu de mots l'histoire de l'univers. C'est l'histoire de comment, à partir de ce magma incandescent à très haute température, qui n'avait aucune propriété de prouesse ou d'activité, progressivement sont nés les atomes, les molécules, etc., jusqu'à, pour chacun d'entre nous, et d'ailleurs pour votre chat, nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes exactement à la même enseigne que les animaux, nous sommes en mesure, grâce à ces particules, de réaliser des prouesses extraordinaires. Alors, cette réalité, maintenant, qui résume un peu l'histoire de l'univers, replaçons-la dans le contexte de l'artiste. Que fait un artiste? Que fait Beethoven? Bien la même chose. Il prend des sons, c'est-à-dire des fréquences, qui sont des sons simples, il les associe pour en faire la 9e symphonie de Beethoven. Van Gogh, il va acheter des couleurs chez le marchand, des couleurs simples, il les associe, il fait des tableaux. C'est-à-dire que l'artiste est en quelque sorte celui qui prolonge ce que la nature a toujours fait. Son sport favori, son jeu favori, c'est d'embellir le monde. C'est-à-dire de partir de ce qui était au départ tout à fait gris, tout à fait informe, tout à fait chaotique, et de l'amener à des niveaux de complexité toujours plus grands. L'artiste fait la même chose. Si vous pensez qu'il y a 500 ans, il n'y avait eu ni Bach, ni Mozart, ni Beethoven, ni vos compositeurs favoris, vous voyez jusqu'à quel point ces gens ont poursuivi, ils ont continué à enrichir le monde, chez nous en tout cas, à enrichir nos vies, à nous mettre dans une possibilité de développer nos capacités justement pour continuer à embellir le monde. Et cela, bien sûr, a une morale. Les belles histoires ont toujours une morale. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas les capacités de Mozart ou de Van Gogh. Nous avons quand même des capacités. Nous avons un domaine d'activité qui est notre famille ou notre métier, etc. On voit un peu se dessiner ce qui serait une morale, c'est continue à embellir le monde dans ton domaine, dans ton autre. Ne sois pas celui qui détruit, ne sois pas celui qui apporte des choses pas belles. Continue dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un peu le thème de cette bande dessinée. Merci. On a prévu qu'il y aurait une période de questions. Oui, monsieur Rive, merci. Merci. C'est moi le porteur de micro. Voilà, j'ai un micro. Merci, merci infiniment. Donc voilà, il nous reste un bon quart d'heure. Ça vous convient, un quart d'heure? Oui, oui. Oui, très bien. Voilà. Alors, ce ne sont pas nécessairement des questions, on peut faire des commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. C'est intéressant de faire quelque chose comme un forum, avoir l'occasion de discuter autour de ces thèmes qui nous touchent tous, bien sûr. Donc voilà, je détiens le micro, je suis vigilant. Dès que je vois une main qui se lève, je viens vers vous. Voilà, n'hésitez pas, monsieur Rive, à partager avec vous. Je pense que vous avez certainement plein de choses à demander. Alors, il y a une main qui se lève là-bas. Le temps que j'aille d'un point A à un point B, ça vous laisse le temps de réfléchir et d'oser peut-être lever la main. Merci pour votre exposé. Vous nous avez bien dit comment l'univers est né, mais où va-t-il? Ah, grande question. Si on savait précisément dans le contexte présent où il y a la menace qui pèse, en tout cas sur notre planète, la menace qu'on appelle la menace de l'environnement, la menace de l'écologie, le réchauffement climatique, vous connaissez tout ça, vous en entendez parler tous les jours à la télévision et dans les journaux, ce qui fait que
Aujourd'hui, on peut dire que la vie commode que nous vivons aujourd'hui, confortable, il y a des problèmes, on mange bien, on dort bien, cela est menacé et cela n'est pas certain de durer encore longtemps. Et ça, c'est inquiétant pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est quelque chose qui est imminent. Et donc, il y a eu, au mois de novembre, ici à Paris, pardon, pas ici, à Paris, la COP 21, justement, où cette question a été au sujet pendant plusieurs jours. Et alors, je voudrais dire, qu'est-ce qu'on peut dire de la COP 21? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, je dirais, évidemment, c'est insatisfaisant, mais ça, c'est normal. On ne peut jamais s'attendre à ce que les problèmes soient réglés tout d'un coup, qu'une conférence, tout d'un coup, rencontre tellement de problèmes, et il y en a, comme vous savez, on peut faire une liste impressionnante. On peut dire qu'il y a un élément très positif qui est arrivé, et je pense que ça compte et ça va rester dans les souvenirs, c'est un accord à l'échelle mondiale de 195 pays, c'est-à-dire presque toute la planète, 195 pays se sont mis d'accord c'est le premier accord mondial que l'on trouve, il y a un problème. Ça, c'est déjà beaucoup. Toutes les conférences précédentes, les États-Unis et la Chine, qui sont évidemment les deux principaux pollueurs et intéressés, venaient en amateurs, en observateurs. Là, pour la première fois, ils se sont investis, ils ont reconnu qu'il y a un problème à l'échelle mondiale et un problème grave. Il fallait vraiment s'y mettre parce qu'autrement, ça pourrait aller beaucoup plus mal. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un premier pas vers ce qu'on appelle la gouvernance. Le problème de la planète, c'est que les problèmes sont mondiaux, évidemment. Quand on réchauffe la planète, on réchauffe tout le monde. C'est pas individuel. Mais les pays ont des autorités individuelles. Ils ont leur gouvernement, chacun décide. Il n'existe pas aujourd'hui d'instituts qui parlent et qui légifèrent. Bien sûr, il y a les Nations Unies, il y a l'UNESCO, mais la plupart du temps, c'est suggestif. Ils ne peuvent pas imposer de loi parce qu'il n'y a pas un organisme central qui pourrait imposer des lois. Alors, est-ce qu'on veut d'un organisme central? Non. On ne veut pas recommencer l'Empire romain, on ne veut pas recommencer l'Empire égyptien avec des dictateurs. Alors, il faut essayer de naviguer entre quelque chose qui a une légifération quand même importante, mais qui est participatif, qui est démocratique, qui est à l'abri de la dictature. Recommencer l'Empire romain, ça a bien commencé l'Empire romain avec les républiques et tout ça, puis un jour c'est devenu l'Empire. Les États-Unis, c'est un peu la même chose aussi. Aujourd'hui, ils sont trop puissants pour l'ensemble du pays. Là, une première étape vers ce qu'on espère trouver, c'est un institut, un ensemble, un organisme qui a la législation et qui s'occupe, par exemple, de l'océan. Il n'y a personne qui s'occupe de l'océan aujourd'hui. Sur l'océan, hors des zones territoriales, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est un grand problème. Je crois que notre ami Serret, qui a fait justement une bande dessinée dans la même collection sur les requins, est une personne qui est impliquée justement dans ce problème. Il est impératif d'avoir une législation qui s'occupe de l'océan et pas seulement des pays individuels qui se disputent, qui sont en guerre et tout cela. Pour l'avenir de la planète, pour l'avenir des êtres humains, cette institution qu'on appelle gouvernance est quelque chose de fondamental qu'il faut réaliser le plus vite possible. On voit bien ce qui se passe un peu partout. Eh bien, je crois que la conférence de Paris, COP21, c'est un premier pas. Alors, pour moi, c'est très important. Avez-vous une autre question? Oui. Alors, madame. Merci. Dans cet agencement de structures de plus en plus complexes, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un dessin intelligent derrière cet agencement? Alors là, vous entrez dans un débat qui est maintenant à l'échelle mondiale. C'est toujours ce rapport entre la religion et la science. La science nous dit comment ça marche.
Elle nous dit comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir, par exemple, comment faire des OGM ou comment faire des nanotechnologies ou des bombes atomiques, d'ailleurs, elle peut vous dire comment faire. Mais elle est incapable de vous dire si c'est une bonne idée. Elle est incapable de porter des jugements de valeur. Elle est hors du domaine du bien, pas bien, qui est pourtant un élément fondamental, bien sûr. Et dans ce domaine, qui est le domaine philosophique, traditionnellement religieux, mais évidemment aujourd'hui, les religions n'ont pas le même impact qu'elles avaient, mais les grands problèmes restent là. Les problèmes, quel est le sens de la vie, comment faut-il agir, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et cette question que vous posez, justement, est-ce qu'il faut lire au travers de tout cela la présence de Dieu, appelons les choses comme elles sont, de Dieu, d'un grand principe. En Orient, c'est plutôt un grand principe qui n'est pas personnel. En Occident, il est personnel. Les grandes religions vous disent il y a quelqu'un au bout de la ligne. C'est-à-dire, si vous priez, quelqu'un vous écoute. De moins en moins, mais c'est un peu traditionnel. En Orient, il n'y a pas quelqu'un au bout de la ligne. C'est le Tao. Le Tao, c'est un grand principe. Bon, ces questions de religion, de qu'est-ce qu'il y a après la mort, de comment se conduire, de y a-t-il un Dieu, ce sont des religions auxquelles la science ne peut absolument rien dire. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Chacun se les pose pour lui-même et elles sont importantes pour la conduite de la vie. Il n'y a pas que la science dans le monde, il y a aussi la vie à vivre, avec ses crises, avec tous ses problèmes. Donc, pour moi, c'est très important de séparer les deux. Les gens, les religieux qui ont essayé de récupérer les connaissances scientifiques en disant la science prouve que Dieu existe, c'est à côté de la plaque. C'est le début des intolérances, c'est le début des guerres de religion, c'est le début de tout cela. Donc je crois que c'est indispensable de séparer les deux. La réponse à cette question que vous posez, vous êtes la seule à pouvoir y répondre pour vous-même. Et si vos collègues ne sont pas d'accord avec vous, c'est comme ça. Ça fait partie de la tolérance, d'admettre que ces problèmes-là, la science ne peut rien dire. 2 et 2 font 4, c'est clair, parce qu'il n'y a pas de discussion autour de cela. La Terre est ronde, c'est aussi clair. Encore qu'il y a encore des gens qui ne voient pas, il paraît qu'il y a des sectes aux États-Unis qui continuent à penser que la Terre est plate. C'est notre histoire. Le Big Bang est-il une théorie valable? L'opinion de tous les scientifiques valables, je dirais, mais ce n'est pas une certitude. Dans le domaine de la science, on n'est jamais dans le domaine des certitudes. On est dans le domaine des plausibilités. On peut dire, à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui, des observations, des théories, on peut dire que le meilleur scénario pour décrire le début de l'univers, c'est le Big Bang. Mais ça, c'est l'état de la situation aujourd'hui. Cet état est toujours provisoire. Il est tout à fait, il n'est pas impossible que demain, une nouvelle observation qui nous amène à rejeter complètement cette théorie et essayer de se gratter la tête pour inventer autre chose. Ça, c'est l'état des sciences. Ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des certitudes, c'est voilà ce qu'il y a de mieux à vous mettre sous la dent aujourd'hui, si vous voulez vous poser des questions. Ce que je vous ai présenté là, ce sont des éléments qui sont admis par les scientifiques, qui sont prouvés, les atomes, les molécules, maintenant on commence à bien connaître leur comportement. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez en tirer la conclusion qu'il y a une intelligence derrière? Vous y avez droit, mais c'est votre problème, à vous. Voilà, il reste le temps d'une dernière question. C'est vrai qu'on passerait des heures et des heures. Alors, il y a un jeune homme ici qui avait déjà levé la main tout à l'heure. Voici. Allez, c'est à toi. Bonjour. Vous dites que l'univers, au début, il n'y avait rien. Non, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de système organisé. Il n'y avait que du chaos, de la matière à très haute température, des milliards de degrés, mais aucune structure. Juste des petites particules qui se baladent comme ça à gauche et à droite. Mais d'où vient toute cette matière? Voilà, ça c'est une grande question qui, elle, touche de près à la question religieuse, justement. Les uns vous diront c'est Dieu, d'autres vous diront c'est le hasard, d'autres vous diront autre chose. Mais la science ne peut pas répondre à ça. Elle arrive à ses limites. Pour l'instant, la science évolue.
peut-être dans quelques années, on ira plus loin. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'avant-Big Bang. Qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang? Il y a des scénarios qui ont été faits, mais les scénarios en science, il faut qu'elles soient confirmées par des observations qui peuvent ou bien les confirmer ou bien les infirmer. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de dire, d'après leurs résultats, s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Pour l'instant, il n'y a aucun critère de ce genre qui permette de dire, même la question, alors cette question d'avant le Big Bang est assez intéressante. Par exemple, si vous vous posez la question, vous dites, le temps, vous savez, on sait tous ce que c'est, le temps, on a son âge, on sait que le temps existe depuis au moins notre âge, puis vos parents, puis vos grands-parents, puis vous vous dites, mais depuis combien de temps le temps existe? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce que le temps existe depuis toujours? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Vous pouvez dire, par exemple, une façon de répondre à cette question, c'est de regarder quelles sont les plus vieilles étoiles. Les corps dans le monde, dans l'univers, qui sont là, qui sont les plus anciens, c'est les étoiles. Et nous savons qu'il y a des étoiles qui ont jusqu'à 14 milliards d'années. Nous ne connaissons aucune étoile qui a 200 milliards d'années. Les plus vieilles que nous connaissions, c'est 14 milliards d'années. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles durent au moins depuis 14 milliards d'années. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'il y avait avant. Et est-ce qu'il y avait un avant? Est-ce qu'il y avait avant quelque chose? Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait une tradition. Au Moyen-Âge, l'Église n'était pas très en faveur de la science. C'était considéré comme de l'orgueil. On n'avait pas à poser des questions, tais-toi et marche. Eh bien, les gens disaient, que faisait Dieu avant la création? Hein, c'est une question. Est-ce qu'il se tournait les pouces? Comme ça, il y avait une interprétation. Il se tournait les pouces et il se disait, je m'ennuie, je vais me distraire. Mais une autre réponse qui était très populaire, c'était de dire, préparer l'enfer pour ceux qui allaient poser cette question. Justement, parce que c'était une question qui manifestait de l'orgueil. Donc, on ne devait pas poser cette question, c'était de l'orgueil. Il y a un homme, cependant, qui, dès même avant, Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est 5e siècle. Saint-Augustin a écrit des livres sur le temps qui sont très intéressants. Il ne connaissait rien à tout ce qu'on connaît, évidemment, il ne connaissait rien à la science, mais il disait la création, c'est la création à la fois de la matière et du temps. Donc il disait, avant la création, il n'y avait pas de temps. La question n'a pas de sens. Et c'est très proche de la pensée d'Einstein, d'ailleurs, qui montre que le temps, la matière et l'espace sont reliés, qu'on ne peut pas les découpler, qu'on ne peut pas les séparer. Donc il y avait chez Saint-Augustin quelque chose comme une intuition, disons, en tout cas, il n'était pas loin de ce qui serait la vision contemporaine. On ne peut rien dire sur depuis combien de temps il y a du temps, sauf de dire qu'il y en a au moins depuis 8 milliards d'années. Il y a 14 milliards d'années. Il y a un autre, il n'y a pas que les étoiles qui sont très vieilles. On peut aussi mesurer l'âge de certains atomes, en particulier les atomes radioactifs, les atomes d'uranium. On peut donc dénombrer l'âge des différents atomes et faire la même chose qu'avec les étoiles, dire quel est l'âge des plus vieux atomes. C'est à peu près aussi 14-15 milliards d'années, ce qui montre que l'image est cohérente. Si les étoiles et les atomes les plus vieux ont le même âge, ça montre qu'ils ont pu être créés dans les mêmes temps et que le temps dure au moins depuis ce temps-là et que l'idée qu'il n'y avait pas de temps avant, qui est plus spéculation, on n'en sait rien. L'important, c'est de reconnaître les choses qu'on ne connaît pas. Voilà, merci infiniment. Je vous demande d'applaudir Hubert Reeves. Merci infiniment. Et je vous demanderai aussi d'applaudir son camarade de création, Daniel Cazenave. Je pense que vous avez bien apprécié ses créations en direct. Merci, monsieur Reeves, merci infiniment. Alors je vais vous donner comme une information importante que Hubert Reeves et Daniel Cazenave dédicaceront leur magnifique ouvrage qui s'appelle L'Univers dans la collection La Petite Bénéthèque des Savoirs, juste ici, à votre droite, quand vous sortez, au stand de Lombard. Seront aussi présents les auteurs d'un autre ouvrage de la même collection, Marion Montaigne et Jean-Noël Lafargue, j'espère que j'ai bien prononcé le nom,
pour le titre L'intelligence artificielle. Je vous demande encore d'applaudir Hubert Reeves et Daniel Casanave. Merci infiniment. Puisque nous sommes encore là entre nous, d'ici une bonne heure, il y aura la remise du prix FNAC, du Grand Prix BD.